Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce journal de l'actualité en Tunisie et dans le monde et en voici les titres. Beji Khaed Sebsi déclare qu'ouvrir les dossiers du passé ne sert pas l'intérêt du pays. 14 partis politiques engagés déclarent que le retour à la table des négociations ne pourrait se faire avant le choix du futur chef du gouvernement. Selon Ahmed Soueb, les relations du tribunal administratif avec l'ANC sont tendues à cause des salaires des députés. Des centaines d'immigrés illégaux se rendent dimanche à la police saoudienne après des émeutes nocturnes meurtrières à Riyad. 10 000 morts et 2 000 disparus, c'est l'effroyable bilan provisoire aux Philippines après le passage du typhon Haiyan. Le président du mouvement Nida Tounes, Beji Khaed Sebsi, a déclaré à la chaîne Al Arabiya qu'ouvrir les dossiers du passé proche est une erreur et ne sert pas l'intérêt du pays. Sebsi a affirmé que la crise que connaît l'Assemblée nationale constituante est le résultat de l'attachement du mouvement Nahda au pouvoir. Il a ajouté que les députés de Nahda à l'Assemblée nationale constituante, qui sont majoritaires, se sont retournés contre le dialogue et contre le président de l'Assemblée, Ben Jafar. Les représentants des 14 partis politiques engagés dans le dialogue national ont indiqué dans un communiqué rendu public samedi que le retour à la table des négociations ne pourrait avoir lieu sans un accord préalable sur le nom de la personnalité indépendante qui va diriger le nouveau gouvernement. Le communiqué a insisté également sur la nécessité d'annuler les nouveaux amendements introduits au règlement intérieur de l'Assemblée nationale constituante qu'il considère comme un coup d'État. Dans un communiqué publié samedi, le syndicat national des journalistes tunisiens estime que la convocation du journaliste Lotfi Arbi Snoussi, chef rédacteur du journal As-Sahafa, suite à la publication de l'éditorial du 26 juillet, est une forme de restriction de la liberté de presse, de l'expression et des libertés en général. Le président Mansouf Marzouki a inauguré dimanche, et en présence notamment du ministre de la Santé Abdeltif Maki, le nouveau centre d'hémodialyse à l'hôpital universitaire Sahloul à Sousse. D'autre part, et toujours à Sousse, Marzouki a présidé la célébration de la Journée nationale de l'arbre. Le juge Ahmed Soueb, juge au tribunal administratif, a déclaré sur les ondes de Mosaïque FM dimanche que les relations entre le tribunal administratif et l'Assemblée nationale constituante sont tendues en raison de l'opposition de ce tribunal à l'augmentation des salaires des députés, soulignant qu'alors que l'ancien président du Parlement touchait plus de 4 000 dinars bruts, l'actuel président de l'ANC bénéficie d'un salaire qui dépasse 7 000 dinars. Pour sa part, l'actuelle vice-présidente de l'ANC perçoit un salaire de 11 000 euros bruts. Il a ajouté que les membres de la constituante gagnent un salaire qui dépasse les 5 000 dinars contre 3 000 dinars pour les anciens députés. Ahmed Soueb a affirmé que le rejet de la demande des augmentations des salaires de députés de l'ANC a fait gagner à l'État plusieurs millions de dinars. Sur un autre plan, Ahmed Soueb a dénoncé le silence du tribunal administratif depuis plus d'un an sur l'extradition de l'ancien Premier ministre libyen Bardadji Mahmoudi, ajoutant que la décision de l'extradition appartenait au président de la République et non au chef du gouvernement. De grandes opérations de ratissage menées par des unités de l'armée et de la garde nationale, appuyées par un hélicoptère, sont en cours dimanche au gouvernorat du CAF. Ces opérations interviennent après qu'un groupe d'habitants a remarqué des agissements suspects d'un groupe armé qui rôdait autour de la ville. Le ministère de l'Éducation annonce que le dernier délai d'inscription à la session de juin 2014 du baccalauréat pour les élèves des classes terminales des lycées privés et les candidats libres est fixé au 17 novembre 2013. Passons à l'actualité internationale et commençons par la Libye. 2 policiers libyens ont été tués par balle samedi à Benghazi,
au lendemain de l'arrivée d'une colonne de l'armée libyenne pour rétablir l'ordre dans la grande ville de l'Est, a-t-on appris auprès d'une source des forces de sécurité. Les deux agents ont été abattus alors qu'ils rentraient à leur QG après une patrouille. Les tireurs ont pris la fuite. D'autre part, le président d'un tribunal de Delna, une ville située à l'est de Benghazi, a par ailleurs été tué par l'explosion d'une bombe placée sous son véhicule alors qu'il quittait son domicile, d'après une autre source des services de sécurité. L'Arabie saoudite, maintenant, où des centaines d'immigrés illégaux se rendaient dimanche à la police saoudienne après des émeutes nocturnes meurtrières dans un quartier pauvre de Riyad lié à la campagne de répression contre l'immigration clandestine. Samedi soir, 2 personnes, dont un Saoudien, ont été tuées et 68 blessés lors d'affrontements dans le quartier de Manfouha, où se concentrent des immigrés originaires notamment de la Corne de l'Afrique, surtout des Éthiopiens, selon une source officielle. Ces violences étaient les premières depuis que les autorités ont commencé à expulser les clandestins après l'expiration, le 4 novembre, du délai de 7 mois fixé pour qu'ils régularisent leur situation ou quittent le riche royaume pétrolier. L'Iran, par la voix de son président Hassan Rouhani, a revendiqué dimanche son droit à l'enrichissement de l'uranium comme une ligne rouge à ne pas franchir et estimé avoir agi de façon rationnelle lors des négociations nucléaires de Genève qui viennent de s'achever. Nous avons dit aux parties en négociation que nous ne répondrons à aucune menace, sanction, humiliation ou discrimination. La République islamique n'a pas courbé la tête et ne la courbera pas devant les menaces d'une quelconque autorité, a déclaré le président Rouhani lors d'un discours à l'Assemblée nationale rapporté par l'agence de presse iranienne ISNA. Pour nous, il y a des lignes rouges qui ne peuvent être franchies. Nos intérêts nationaux sont nos lignes rouges qui comprennent nos droits dans le cadre des règles internationales et l'enrichissement de l'uranium en Iran, a-t-il ajouté. Les négociations de Genève sur le programme nucléaire iranien se sont achevées dans la nuit de samedi à dimanche sans accord. Les parties prenantes aux discussions ont toutefois fait état de progrès et les pourparlers répondront le 20 novembre. L'accord semblait pourtant imminent. C'est Paris qui a adopté l'attitude la plus intransigeante dans ces négociations du groupe 5+1. Les 5 membres permanents du Conseil de sécurité, États-Unis, Russie, France, Grande-Bretagne, Chine plus l'Allemagne avec l'Iran. Les Américains qui souhaitaient visiblement sortir de cette rencontre de Genève avec un accord rendent Laurent Fabius responsable de l'échec. Laura Rosen, une journaliste américaine spécialisée sur les affaires du Proche-Orient, qualifiait sur son compte Twitter Laurent Fabius d'un anti-iranien et rapproche son attitude de la vente de son contaminé français à l'Iran à l'époque du scandale dans lequel Fabius, alors Premier ministre, a été poursuivi. 10 000 morts et 2 000 disparus, c'est l'effroyable bilan provisoire revu à la hausse par les autorités philippines après le passage du typhon Haiyan. Il aurait détruit 70 à 80% des zones qu'il a traversées avec des rafales atteignant près de 380 km à l'heure. La plupart des morts semblent avoir été causées par la montée des eaux, décrite par des témoins comme ressemblant à un tsunami. Les survivants, qui ont bien souvent tout perdu, sont à la recherche de leurs proches et de la nourriture. Le bilan risque encore de s'alourdir car plusieurs régions sont encore coupées du monde. Les réseaux d'électricité et de téléphonie ayant été détruits. Les autorités n'ont toujours pas pu contacter Guayang, premier port touché par le typhon. Tacloban, ville de 220 000 habitants, a subi les plus gros dégâts. C'est aujourd'hui un vaste champ de dévastation. Le président Benigno Aquino, qui s'y est rendu sur les lieux du désastre dimanche matin, a déclaré que le gouvernement philippin avait suffisamment de fonds pour subvenir aux besoins des victimes.
L'édition 2022 de la Coupe du monde de football prévue au Qatar pourrait avoir lieu du 10 novembre au 10 décembre. C'est l'hypothèse avancée par le président de la FIFA, Joseph Blatter, à l'occasion d'une visite à Doha. Jouer l'été dans l'Émirat est une mauvaise idée car les températures y sont trop élevées et en janvier-février, il y aura la concurrence frontale des Jeux olympiques d'hiver. Nous sommes ensemble avec le Comité international olympique. Nous avons pratiquement les mêmes partenaires médias et télévision, les mêmes sponsors, et c'est impossible que les deux événements se déroulent en même temps. C'est logique que notre compétition se joue en fin d'année. Et la fin de l'année, ça signifie novembre et décembre, a ajouté Joseph Blatter. C'est la fin de ce journal sur Tounesna TV. Merci pour votre attention et bonne fin de soirée.